Bonjour tout le monde, c'est parti pour la présentation du guide des stations forestières d'Ardennes, que je vais présenter sous son aspect, on va dire, utilisation terrain et utilisation cartographique. J'ai mis des exemplaires là sur les bancs, donc n'hésitez pas à les parcourir pendant que je parle. Et puis, vous pourrez évidemment poser des questions à la fin. Donc, au niveau de l'introduction, du contexte et des enjeux, j'avais envie de commencer par donc les changements globaux au niveau de la gestion forestière en Wallonie. Alors, pour commencer, au niveau environnemental, on a évidemment des changements climatiques qu'on ne présente plus et qui impactent de manière plus forte, on va dire, la forêt. Deuxième chose, donc la crise de la biodiversité qui se passe en parallèle et qui s'accompagne d'une multitude de mesures de gestion qui complexifient aussi énormément l'aspect gestion au jour le jour des gestionnaires sur le terrain. À ça doivent s'ajouter maintenant la gestion de crises sanitaires qui ont été massives au cours des dernières années et qui risquent de le devenir de plus en plus. Et puis on peut encore ajouter un dernier élément qui est ces joyeuses bestioles, qu'elles soient animales ou végétales, mais donc c'est un problème de plus à gérer et qui vient s'ajouter aux différentes couches déjà évoquées. On a ensuite les évolutions socio-économiques, bon, ceux-là aussi on les connaît. Donc la chasse depuis 30 ans qui évolue d'une manière quand même assez on va dire, propre à elle, en causant on va dire en tout cas localement, des densités de gibier qui sont particulièrement importantes et qui empêchent dans certains contextes vraiment la forêt de se régénérer. À ça s'ajoute encore la multiplicité des acteurs, on va dire forestiers, mais surtout l'explosion du tourisme et des acteurs touristiques. Donc aujourd'hui, on a des itinéraires de randonnée pédestres, des itinéraires de randonnée équestres, des itinéraires de randonnée pour VTT, des sites de décollage de parapente et d'atterrissage idéalement. Mais donc tout ça pour dire que voilà, il y a un nombre d'acteurs qui augmente de plus en plus. Le tout avec une charge administrative qui ne fait qu'augmenter, avec l'idée qu'on doit toujours faire un peu plus avec un peu moins de monde, ou en tout cas avec autant de personnes. C'est vrai qu'on est aidé par la technologie, mais ce que fait très bien la technologie, c'est de creuser, creuser, creuser. Je pense qu'on le ressent assez bien ici dans le milieu scientifique, donc on se spécialise chacun dans nos domaines respectifs. Mais ce qu'elle fait assez mal, ou en tout cas pas assez bien, je pense, c'est de nous aider justement à sortir la tête du trou et à faire la connexion entre tous les éléments pour, disons, avoir des lignes directrices un peu plus claires sur quelle est la marche à suivre pour gérer un peu tous ces éléments qui s'accumulent. Et donc la résultante de tout ça au niveau des gestionnaires, moi j'ai l'impression que ça fait beaucoup ça. Notamment dans les cantonnements, je l'ai beaucoup senti en Fan-Famenne calestienne, où là vraiment il y a tout qui s'accumule. Bon, c'est la région qui est sans doute la plus touchée, mais, mais voilà, et tout ça pour dire que c'est un contexte qui m'a l'air assez propice pour développer des outils qui vraiment viennent en appui aux gestionnaires sur le terrain et qui viennent vraiment les aider pour leur prise de décision au jour le jour. Et c'est un petit peu dans cette philosophie-là que le guide des stations a été développé. Alors la station, à quel niveau est-ce qu'elle intervient? Donc elle aide évidemment pas à résoudre tous les problèmes, mais par contre, si on se place dans une vision de développement durable, et donc on parle bien ici d'une vision à soutenabilité forte, donc c'est l'environnement qui contient la société, qui contient une économie viable, et pas la vision avec les trois pôles séparés. La station, elle donne une porte d'entrée, on va dire, à la gestion forestière qui permet de construire une base environnementale forte pour ensuite construire des itinéraires socio-économiques forestiers qui s'appuient donc sur cette base environnementale. Donc, pour la définir, donc la station, c'est une étendue de terrain de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques, à savoir le climat, la topographie, le type de sol, la composition floristique et la structure de la végétation spontanée.
Et donc on voit bien qu'on part vraiment de l'environnement, de la base du type de sol, de la flore, et donc vraiment de cette base écologique pour définir des itinéraires sylvicoles par la suite. Et elle permet d'aborder deux points vraiment essentiels, enfin en tout cas cruciaux aujourd'hui, sur lesquels se posent pas mal de questions. C'est d'une part l'adéquation stationnelle des essences, donc quelles essences, où ça, et donc faire le lien entre l'haute écologie et les conditions de la station. Et puis elle permet aussi de proposer des manières de gérer les stations différentes, donc une gestion différenciée par type de station. Donc on va maintenant passer, je vais passer en revue ce que contient le guide. Pour commencer, le principe général, l'idée c'est de découper le territoire en types de stations, ou qu'on appelle aussi unités stationnelles, et ces types de stations sont identifiables par une clé d'identification qui est contenue dans le livre, et qui elle-même mène ensuite à des fiches descriptives, et alors à ce niveau-là, on va décrire toutes les caractéristiques de la station, les potentialités sylvicoles, et on va donner nos conseils de gestion. On est parti sur un guide par région bioclimatique. Donc ici, l'Ardenne, c'est celui qu'on vient de finir, c'est celui que vous avez devant vous. On est en train de peaufiner la faune famine calestienne. Le contenu devrait être fini fin décembre. Et ensuite, il faudra voir pour l'édition, mais donc on peut espérer qu'il sorte courant 2025. Et puis alors, il restera le Condro et la Thiérache, euh, éventuellement pour 2025 aussi, la Lorraine éventuellement pour 2026, et puis la dernière région, donc le nord du Sillon Sambre-et-Meuse, là il faudra voir ce qui est décidé et si ça vaut le coup de le faire. Au niveau de la structure, donc tout part de cette clé d'identification, c'est vraiment l'élément central et c'est elle qui permet d'articuler le guide et de bien s'y retrouver dedans pour orienter l'utilisateur vers la bonne fiche de station. Elle commence par diviser 4 grands contextes et qui ensuite, chacun de ces contextes se redivise en une série qui là vraiment les oriente vers le type de station en question. Et puis alors, l'utilisateur peut aller consulter la fiche descriptive et là on a la topographie, le sol, la végétation et la flore indicatrice et la partie sur la gestion sylvicole. À côté de ça, on a intégré un guide d'utilisation qui permet d'une part d'introduire des notions théoriques sur l'analyse stationnelle et qui permet donc aux utilisateurs un peu moins expérimentés de se former. Alors ça, c'est pas grâce à ça que ça permet pas de devenir expert, mais ça permet quand même vraiment de donner les éléments de base pour comprendre en tout cas de quoi on parle dans le guide. Et puis on a une introduction écologique qui, elle, spécifie les particularités écologiques de la région ardennaise. Et à côté de ça est adjointe une carte numérique des types de stations dont je parlerai après. Alors voilà la clé d'identification, donc la section principale pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est la section principale qui divise les 4 grands contextes. Et puis voilà une sous-clé, la sous-clé des situations alluviales, qui elle renvoie vers les types de stations qu'on a appelées A1, A2, A6, etc. Le A, c'est pour Ardennes, et puis c'est le numéro de la station. Donc on utilise des critères pédologiques, floristiques et topographiques. Et grâce à ça, on arrive à trouver des combinaisons qui font que on peut identifier la station. C'est seulement quelques pages dans le livre, mais c'est une partie qui a demandé vraiment énormément de travail. On a vraiment quand même peaufiné chaque mot. On a travaillé avec un groupe de travail sur le terrain, 4 séances pour valider la clé. Et donc, ça concentre une grosse partie du travail. Ensuite, donc, je vais passer en revue une fiche descriptive. Alors, ça commence par la partie sur la position dans le paysage. Là, on explique simplement où est-ce qu'on peut rencontrer un petit peu la station au niveau de l'Ardenne. Et alors, parfois, on a une clé de variante. Donc, parfois, on a distingué des variantes dans la station. Et on l'a fait seulement quand on estimait qu'il y avait une différence au niveau des recommandations de gestion qu'on donnait à la fin. Si il y avait moyen de faire des variantes, mais que ça n'aboutissait pas à une différence au niveau de la gestion, on ne les a pas indiquées pour ne pas complexifier inutilement l'outil.
Deuxième partie des fiches, donc sur le type de sol et ses propriétés. Donc on résume d'abord le sol en une phrase synthétique, ensuite on a un schéma qui illustre les différents horizons, on parle de la profondeur de sol, de la charge caillouteuse, on décrit les différents horizons, on parle du type d'humus aussi. Donc ça c'est vraiment pour dresser un profil type du sol qu'on peut rencontrer sur la station. On fait ensuite le lien en haut à droite avec la carte des sols de Wallonie. Ça c'est une partie qui est assez intéressante je pense, parce que c'est de nouveau vraiment pour faire le lien entre les choses. Et aider à comprendre. On donne notamment les sigles les plus fréquemment rencontrés, et puis on explique même, en séparant le sigle en ses composantes, on explique ce à quoi correspond chaque sigle. Il y a un petit paragraphe sur la variabilité, ça, parfois il y a quelque chose, parfois il n'y a rien, ça dépend des stations. Et puis, on positionne la station dans l'écogramme, et ça c'est aussi pour faire le lien avec le fichier écologique. Donc ça permet de faire le lien entre les deux outils. Et puis on finit cette partie avec les propriétés du sol sur trois axes, la disponibilité en eau, la fertilité chimique et l'aération du sol. Troisième partie des fiches, la flore indicatrice et la phytosociologie. Là, on l'a vraiment développé pour que ce soit utilisé avec le guide d'interprétation de la flore indicatrice de forêt que Hugues, Céline et Jonathan ont écrit. Et bon, on reprend les groupes indicateurs les plus fréquemment rencontrés avec les espèces les plus fréquentes. On parle des principaux peuplements naturels ou de substitution. Et on a ensuite un tableau phytosociologique où on fait le lien entre Noirfalis, Wallonis et Natura 2000. Dernière partie maintenant sur la gestion forestière, avec pour commencer trois tableaux. Le premier sur la biodiversité et les services écologiques spécifiques, donc ça c'est pour attirer l'attention sur des points biodiversité particulièrement importants pour la station. On passe ensuite à un tableau sur la vulnérabilité climatique, à la fois d'un point de vue du microclimat et des changements climatiques. Donc ça c'est deux choses séparées. Et puis un troisième tableau donc sur les risques et contraintes de gestion ou sylvicoles, spécifiques de nouveau à la station. Et là, on va aborder des choses comme l'érosion des sols, le tassement des sols, la perte en éléments nutritifs ou les risques de chablis. Et dans la colonne de droite, on donne chaque fois des manières d'éviter le risque en question pour donner des idées aux gestionnaires. Le tableau des essences conseillées. Alors ça, j'y reviendrai après, mais donc globalement, on propose des essences avec différentes couleurs pour signifier différentes choses. Mais ça, je vais y revenir après, parce que ça mérite une dia en soi. Et puis, dernière partie, donc des recommandations de gestion. Et là, en fait, on remet par écrit tout ce qu'on a expliqué dans les tableaux, mais c'est une manière de présenter l'information différente et un peu de la restructurer. Et puis, on donne aussi des propositions de mélange opportun. On fait vraiment la synthèse de tout. C'est encore plus spécifique, enfin, c'est encore plus réduit que le tableau des essences. Là, on refait un peu une sélection dans le tableau des essences pour vraiment sélectionner celles qui nous semblent les plus adéquates. Et puis, on finit avec les tentations à éviter. Ça, c'est plutôt ce qui s'est fait dans le passé et qui ne devrait plus se faire actuellement. Voilà, deux petits points de méthodologie. Donc, le tableau des essences. D'abord, d'un point de vue purement descriptif, vous avez à gauche la liste des essences qu'on propose, avec en gras les essences qui font partie de l'habitat naturel. Vous avez ensuite trois colonnes. Chaque colonne correspond à une sous-région bioclimatique. Donc, vous avez la basse et moyenne Ardennes, l'Ardenne centre-orientale, la Haute-Ardenne. Et ces trois colonnes donnent la suggestion d'adéquation stationnelle qu'on propose pour le couple essence-station. Avec la légende ici en haut à droite, donc en rouge, ne pas envisager, en orange, à n'envisager qu'en accompagnement, en vert clair, conseiller en tenant compte de ses faiblesses. Quand on parle de faiblesses, on parle des sensibilités spécifiques au type de station qui sont listées dans la colonne ici à droite. Donc ici, par exemple, vous avez déficit hydrique et carence nutritive pour la lisier terminale sur la station A10 des versants chauds au sol superficiel. Et puis alors, les deux colonnes en mauve, elles correspondent à l'estimation d'un risque climatique de nouveau pour ce couple essence-station.
On en a créé 4, donc chaque catégorie se divise en 2 composantes. Vous avez 2 colonnes. La première, c'est le risque actuel, donc sur la période plus ou moins actuelle. Et la deuxième, c'est le risque long terme, donc on parle de 2080, 2100. C'est une estimation du risque. Et donc voilà les 4 catégories qu'on a créées. La première, donc quand ça reste clair, c'est des essences où c'est le couple essence-station qui est peu affecté par les changements climatiques. La deuxième, c'est que aujourd'hui ça va, mais à long terme ça risque d'aller moins bien. Euh, la troisième, c'est des essences qui ne sont pas encore acclimatées aujourd'hui au climat actuel, mais qui risquent de le devenir avec le réchauffement climatique. Et puis la dernière catégorie, ce sont des essences, enfin toujours le couple essence-station, où là déjà aujourd'hui c'est compliqué, et donc à l'avenir ça va devenir encore beaucoup plus compliqué. Voilà, ça c'est pour la description du tableau et comment est-ce qu'on les a construits. J'ai vraiment fonctionné avec les fiches essence du fichier écologique. Donc en lisant la fiche essence et l'autocologie de l'essence, en comparant avec les caractéristiques de la station, et j'ai vraiment fonctionné par cote sur cote par rapport à l'aptitude que le fichier renseigne, euh, l'aptitude bioclimatique qui renseigne. Et puis pour les risques climatiques, j'ai fait la même chose, mais en projetant les variables climatiques des changements et en ajoutant les dépérissements déjà observés. C'est une partie où évidemment je me suis beaucoup appuyé sur Hugues, merci Hugues, et sur le groupe de travail qu'on a constitué, puisqu'on a fait une séance spécifique pour la validation du choix des essences, et c'était un groupe qui rassemblait des personnes de Forêt Nature, des personnes du DNF, des personnes du DENA, des personnes de la SRFB et de la cellule d'appui à la petite forêt privée. Alors, donc il faut vraiment comprendre la philosophie ici dans laquelle on a fait ce tableau. Ce sont vraiment des estimations sur lesquelles on base des conseils. Donc on est vraiment dans une vision ou dans une optique de conseiller les gens. On peut s'éloigner évidemment de ce qu'on propose, euh, mais c'est évidemment très compliqué de savoir comment une essence va réagir dans les 50 prochaines années ou même plus loin. Et donc, voilà, c'est un risque de s'engager dans un tableau comme ça, mais je pense que c'est à sa place parce que autant on ne sait pas savoir aujourd'hui, on n'a pas les données pour vraiment être sûr. Par contre, c'est quand même possible, je pense, d'anticiper et on va dire, de fonctionner par comparaison en comparant les couples essence-station qui sont les plus à risque ou pas. Donc voilà, ça c'était le petit point sur le tableau des essences conseillées. Et alors, comment est-ce qu'on a intégré les changements climatiques là-dedans? On a travaillé avec les données de l'unité climatologique, de climatologie de l'ULiège. Jonathan, après, s'est occupé de traiter les données et a permis de sortir le tableau ici que vous avez sur la dia. Donc, on analyse l'évolution de plusieurs variables climatiques sur 3 périodes de temps futures et selon 2 scénarios du GIEC. Alors, les scénarios, on a pris le plus pessimiste en rouge, le SSP 5-8.5, parce qu'aujourd'hui, c'est celui-là qu'on suit, tout simplement. Et on a pris l'intermédiaire en jaune, donc le SSP 2-4.5, on a voulu en mettre deux pour avoir un intervalle et pour donner une image un peu des écarts qu'il peut y avoir. Il faut savoir que les deux scénarios en bleu, donc sur le graphe en haut à droite, ils sont plus réalistes, donc ceux-là, on ne les suivra pas. Et même le jaune, il faudrait vraiment s'y mettre demain. Donc voilà, on prend quand même la direction du rouge. Et donc au niveau des variables abordées, on a d'abord les précipitations, là c'est pas très clair, et c'est plutôt, ce qu'on aura plutôt, c'est une variation de leur répartition au sein d'une année. Mais sinon, il n'y a pas de réelle tendance. Enfin, d'abord ça diminue, puis ça augmente un peu. Le bilan hydrique, il diminue. Les températures moyennes, elles augmentent vraiment nettement. Et puis donc, on aura des jours qui dépassent 30 degrés et 35 degrés, qui seront de plus en plus nombreux, avec des jours de gel qui, eux, se réduisent assez drastiquement. Voilà, et alors on a aussi pu sortir ce graphique qui est assez percutant.
Donc la ligne orange, c'est la température moyenne annuelle du nord du sillon Sambre-et-Meuse sur la période 1961 à 1990. Et puis les courbes, ce sont l'évolution des températures moyennes annuelles sur la basse et moyenne Ardennes, l'Ardenne centre-orientale et la Haute-Ardenne. Et ce qu'on voit, c'est que donc la température de la basse et moyenne Ardennes sera identique à celle du nord du sillon Sambre-et-Meuse entre 1961 et 1990 en 2030-2035. Donc, alors c'est selon le pire scénario, enfin le scénario le plus pessimiste. Donc il y a évidemment des incertitudes là-dessus, mais ça montre quand même très fort la tendance. Et il faut quand même avoir en tête qu'on a toujours suivi, depuis que ces scénarios du GIEC existent, on a toujours suivi les moins optimistes, quoi. Donc on a beau dire que c'est des projections, mais au final, on suit vraiment sérieusement ces projections, quoi. La Haute-Ardenne, en 2060, elle aura la même température moyenne, peut-être, que le nord du Sillon sans Meuse. Donc voilà. Et maintenant, on peut passer au graphique. Ben, le premier, le voilà, donc c'est la carte des types de stations d'Ardennes. Vous voyez en vert, vous avez une grosse majorité de plateaux à bon drainage, avec des variations de profondeur. On distingue assez bien normalement les grosses vallées, donc l'Amblève, la Semois, l'Ourthe, avec en rouge-orange les versants chauds, en mauve les versants frais. Et puis vous avez les sols hydromorphes de plateau qui vont de beige à noir avec les tourbières en noir. Donc on voit que le massif de la Haute-Ardenne, là, les Hauts-de-Fagne se distinguent assez bien. Et alors pour la créer, donc j'ai utilisé, donc c'est vraiment une transcription de la clé d'identification qui est présente dans le livre en code sur RStudio. Et donc j'ai utilisé les positions topographiques, la carte numérique des sols de Wallonie, qui est vraiment l'input majeur, c'est avec ça qu'on arrive vraiment à séparer les types de stations. La couche des apports d'eau, ça c'est plutôt dans les fonds de vallée pour différencier les terrasses alluviales à nappe permanente, les vallons frais qui ont une nappe plutôt temporaire. Donc ça a permis d'apporter un peu de nuance dans les fonds de vallée. Et puis la couche des habitats Natura 2000 avec une convention avec le DEMNA. Et ça, c'est juste pour les ravins grossiaphiles, enfin donc les érablières de ravins que j'arrivais pas à identifier autrement. Donc j'ai été chercher ça dans cette couche-là. Alors pour voir un peu de plus près, donc ça ici c'est la vallée de la Masblette, avec donc voilà la projection de la carte des stations. Donc de nouveau on voit les mêmes ensembles mais c'est à une plus petite échelle et on voit bien que tout y est, quoi. Enfin, dans le sens où on a vraiment les grands ensembles qui ressortent assez bien avec les plateaux à, à sol à régime hydrique alternatif prononcé en haut à droite. Euh, et les tourbières, et puis dans les vallées, on a les affluents de la Masblette avec les versants de chaque côté. Donc ça marche assez bien pour définir les grands ensembles. L'interprétation, c'est que derrière chaque pixel, il y a toutes les infos de la fiche, donc il y a quand même moyen de chipoter pas mal au niveau cartographique. On reste dans une prédiction du type de station, donc ça, c'est quand même vraiment important de ne pas trop dissocier le terrain de la carte, parce que ici, on a une échelle de 10 mètres sur 10 mètres. En réalité, c'est quand même beaucoup plus variable que ça. Et donc, il faut juste pas l'oublier et il faut pas utiliser la carte non plus un peu en clic-bouton où on n'irait plus que voir la carte. Je pense que c'est vraiment important de garder l'approche terrain aussi et que les deux ne soient pas trop dissociés. Mais donc, en tout cas, cette carte, je pense que pour les aménagistes, elle est vraiment intéressante. Et les limites, ben voilà, la résolution qui lisse quand même très fort la variabilité dans la réalité. Et on a aussi, ça c'est un petit truc, il faut qu'on en discute avec Joe, c'est qu'on a des effets de bordure entre régions bioclimatiques. Donc en bas à gauche, vous avez la carte de l'Ardenne, en haut à droite, vous avez la carte de Fan-Famen calestienne, enfin dans cette partie-là, quoi. Et on voit que la transition est hyper brutale, alors que c'est le même sol, c'est la même station, mais donc au chevauchement des régions bioclimatiques, comme j'ai fait un code pour l'Ardenne, un code pour la Fan-Famen, ça donne quelque chose comme ça. Donc ça, il faudra qu'on essaye de gérer ça. Deuxième, deuxième produit, la carte des suggestions d'essence. Donc on a une carte par essence. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a couplé cette carte des stations avec nos
suggestions d'adéquation stationnelle. Et ce qu'on obtient, c'est par exemple ici pour l'épicéa, on obtient une carte donc des adéquations stationnelles pour l'épicéa. C'est la même région, donc on voit de nouveau les hauts plateaux en haut à droite en rouge avec les tourbières et les sols à régime hydrique alternatif. On voit le fond de vallée où c'est en rouge aussi. Donc pour l'épicéa, on voit les versants chauds qui sont en rouge et on l'a gardé en vert, donc en conseillé dans les sols à bon drainage et plutôt les versants frais. Alors il y a un gros hic quand même avec cette carte. Est-ce que vous voyez, un hic avec la carte? Une subtilité qui manque. On a intégré cette question de réglementation dans nos recommandations d'essence par type de station. Mais ici, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on perd complètement notre risque climatique. Donc les deux colonnes mauves là en haut à droite, on n'a plus du tout le risque climatique associé au couple essence-station, alors qu'on a vraiment conçu le tableau pour que les deux infos soient lues en parallèle. Donc on perd une grosse partie de l'information. Et un petit peu ça l'idée, c'est de créer des cartes, mais enfin de coupler nos suggestions d'adéquation, donc les colonnes vertes, avec simplement les risques climatiques en mauve, et de faire la résultante, et donc d'avoir une carte qui pourrait ressembler plutôt pour l'épicéa, vu les risques climatiques qu'on lui a donnés, qui ressemblerait plutôt à ça. Alors bon, ici, c'est pas la carte finale, puisqu'on doit encore en discuter avec Joe et tout, donc c'est un peu brouillon. Il faut qu'on s'accorde sur les labels des catégories aussi. Mais il me semble que ce serait vraiment intéressant d'ajouter ce risque climatique à ces adéquations et que ça apporterait vraiment de la nuance par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est à discuter et peut-être à faire dans les prochaines semaines. Parce que pour comparer avec le fichier écologique, lui, sur base de 3 critères, la région bioclimatique, le niveau trophique et le niveau hydrique, il en déduit des aptitudes stationnelles et il en sort les cartes d'aptitude qu'on connaît tous. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se base quand même sur pas mal, sur des variables en plus, la topographie, le microclimat, le type d'humus, type de sol, flore indicatrice. Donc on a quand même une définition de la station qui est quand même nettement plus précise. On en tire des suggestions d'essence. Et si on refait cette légende en ajoutant les risques climatiques, on aurait une définition de catégorie qui me semble serait beaucoup plus appropriée pour que ce soit la constitution des plans d'aménagement ou quoi, mais qui serait plus fine et plus adaptée au contexte actuel. Et donc pour continuer ici, on a juste utilisé des termes différents, ça c'est juste pour expliquer pourquoi on parle de suggestion d'essence ici et que le fichier parle d'aptitude. On a voulu différencier les deux outils en utilisant un langage différent. Ça donne quelque chose d'un petit peu, voilà, suggestion d'adéquation stationnelle. On aurait bien aimé utiliser aptitude, mais au moins comme ça, on ne se confond pas dans les différentes cartes produites par chacun des outils. Alors, on a produit aussi d'autres cartes dérivées, donc sur base des infos de la fiche. Ici, par exemple, la carte des risques de tassement, toujours la même région. On voit qu'en haut à droite, les plateaux humides, on dit que le risque de tassement est plutôt élevé, tandis que là où le drainage est bon, on a un risque beaucoup plus faible. Donc, c'est un exemple de produit qu'on peut sortir. Idem pour le potentiel de production avec les stations les plus productives et les stations moins productives. Et puis, la carte des sensibilités au changement climatique. Ici, celle-ci ne prend pas du tout en compte les essences en place. Donc, c'est juste les stations qui sont sensibles ou pas au changement climatique en fonction notamment de la réserve utile du sol et donc de sa profondeur souvent. Mais on pourrait faire beaucoup mieux et c'est sans doute ce qui va arriver en couplant la carte des stations à une carte de peuplement existant, que ce soit le parcellaire, que ce soit une des cartes de Nicolas, que ce soit une des cartes de Corentin, en tout cas, d'intégrer la notion de peuplement existant et de superposer ça à la carte des stations, parce qu'alors, en y intégrant nos suggestions d'essence et nos risques climatiques, on pourrait en tirer des cartes de vulnérabilité quand même assez intéressantes, qui pourrait vraiment permettre d'orienter les interventions vers les zones les plus à risque, les zones les plus sensibles, les zones qui sont plantées en une essence qui est à risque par rapport à la station.
Donc ça pourrait permettre quand même de faire des choses assez chouettes. Et donc, pour finir, au niveau des atouts, je pense que c'est un outil qui a quand même vraiment un intérêt parce qu'il fait la liaison entre le terrain et on va dire l'outil cartographique plutôt aménagiste, et que donc ça peut permettre de se comprendre entre les deux pôles. En abordant la gestion forestière via la station, on aborde ça via l'écologie des stations. Donc ça, de nouveau, ça m'a l'air intéressant. On améliore assez nettement ce qui a été fait sur le fichier écologique et on prend en compte les changements climatiques. Donc voilà, ça c'est pour les atouts principaux. Et au niveau des limites, il ne faut jamais oublier que c'est une simplification de la réalité, qu'on part de milliers de stations dans le réel et qu'on en fait 17 types de stations, donc c'est une simplification. Les limites entre les stations, elles ne sont pas toujours claires. Parfois, on a dû faire des choix arbitraires. Donc, c'est-à-dire qu'une station, quand on met une limite de profondeur de sol à 40 cm, une station qui fait 39 cm et une station qui fait 41 cm de profondeur, deux types de stations différentes, dans le réel, la transition, c'est progressif. Donc voilà, il faut pas oublier ça non plus. L'expérience de terrain doit vraiment venir se greffer sur ce qu'on propose. Et idéalement, si ces tableaux d'essence peuvent être refaits tous les 5 ou tous les 10 ans, je sais pas, n'importe, mais ça, ce serait clairement intéressant. Et la cartographie, ne jamais la dissocier du contact terrain, complètement en tout cas. Voilà, merci pour l'attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.